Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur ce nouveau numéro de French, Rétro et Vintage, le podcast consacré aux cultures rétro et vintage. Je suis Angie, votre présentatrice, et je suis heureuse de vous retrouver pour ce second épisode. Octobre est là et je pense qu'il était indispensable de vous proposer un numéro mélangeant automne et Halloween. J'espère que le programme de ce mois-ci vous plaira et je vous souhaite d'avance une bonne écoute. Avant toute chose, je tenais à faire un petit point suite au premier épisode. Je voulais vous remercier pour vos écoutes ainsi que pour les partages sur les réseaux sociaux et les retours positifs quant au contenu et à la qualité. Je me suis lancée dans ce projet sans trop savoir à quoi m'attendre et voir que ça vous plaît me fait chaud au cœur et m'encourage à continuer ainsi. Soyez certains que je vais faire de mon mieux non seulement pour cet épisode mais aussi pour la suite. Et comme je l'avais dit dans le premier épisode, s'il y a des sujets que vous souhaitez voir abordés dans ce podcast, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou sur l'adresse mail du podcast. Je vous donnerai toutes ces informations à la fin de l'épisode. Pour celles et ceux qui ont écouté le premier épisode, je voulais aussi revenir sur Besame Cosmetics et la collection Sleeping Beauty. Vous vous en souviendrez, j'étais encore dans l'attente de mon colis que j'ai entre-temps reçu. J'ai partagé mes impressions sur la page Instagram du podcast, FRV Pod, mais pour celles et ceux qui auraient raté mon post, un petit débrief s'impose. J'avais donc commandé la poudre pour le visage de cette nouvelle collaboration entre Besame Cosmetics et Disney, et je suis très satisfaite par la qualité du produit en lui-même. C'est une poudre rosée qui devient transparente à l'application. Je pense qu'elle est inspirée par un autre produit de la gamme permanente de la marque. Il est quand même conseillé d'avoir la main assez légère pour l'application pour éviter de ressembler à Miss Piggy. C'est une poudre qui matifie très bien le visage, qui donne un fini vraiment propre et je suis donc ravie à ce niveau-là. En revanche, je suis tout de même assez déçue par deux choses. Tout d'abord, le temps de livraison qui a été d'1 mois contre les 15 jours annoncés au moment de la commande, donc 15 jours maximum, mais aussi le packaging du produit en lui-même qui est fait dans un carton brillant et qui malheureusement donne un effet un petit peu cheap au produit. Le reste de la collection semble de très bonne qualité en termes de packaging, comme j'ai pu le voir sur les photos de personnes qui avaient commandé par exemple le miroir ou la palette pour les yeux, la palette pour le visage. Et du coup, à côté de ces produits vraiment de belle qualité au niveau du packaging, celui de la poudre pour le visage fait un petit peu défaut. Sur le site de Besame, il est bien indiqué que c'est un packaging en carton et que c'est un choix qui est dû à la volonté de la marque de rendre hommage aux Golden Books publiés par Disney, mais je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus solide tout de même. Et je pense aussi qu'un résultat similaire et plus solide aurait pu être obtenu avec les mêmes matériaux que pour le reste de la collection. Avec cet emballage carton, malheureusement, je pense que le produit va très vite s'abîmer et se salir avec l'utilisation du produit. J'ai d'ailleurs déjà remarqué qu'un coin était abîmé juste en le sortant de la boîte, et j'ai peur que le papier se décolle très vite, ce qui me laisse supposer qu'il sera très difficile de conserver le compact comme objet de collection par la suite, comme j'avais pu le faire avec un autre produit de la marque, à savoir le compact de la poudre pour le visage de la collection Agent Carter. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner une fois que le produit sera terminé. Maintenant que ces précisions sur l'épisode 1 sont faites, je vous propose de nous pencher sur le menu de ce nouvel épisode. Il est à présent temps de nous plonger pleinement dans le contenu de ce second épisode avec un nouveau numéro de Back to the Past, le segment dans lequel je vous présente un événement, une histoire ou un objet du passé. Et ce mois-ci, avec Halloween qui approche, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous présenter une icône à la fois glamour et dark, Vampira. Alors quand on pense à vintage, glamour et un peu de ténèbres, on a plein d'images qui nous viennent en tête. On peut par exemple penser bien évidemment à Morticia Addams ou encore à Elvira, Mistress of the Dark. Mais en ce qui me concerne, j'avais vraiment envie de vous parler de Vampira, puisque je considère qu'elle est vraiment une précurseuse dans ce domaine-là. Et je trouve également son histoire personnelle et l'histoire du personnage très intéressante. Mais qui est Vampira? Alors Vampira, c'est le nom de scène de Maila Elizabeth Sorianemi, un nom que j'ai probablement prononcé de façon absolument barbare et je m'en excuse. Ce nom est également abrégé en Maila Nurmi, c'est comme ça que vous la trouverez plus facilement sur internet, et c'est un nom d'origine finlandaise. Maila Nurmi est née en 1922, mais il est un petit peu difficile de savoir où elle a passé les premières années de sa vie, puisque en fonction des versions données par les studios, mais également par elle-même, on a plusieurs histoires. On a une histoire comme quoi elle serait née en Finlande avant d'émigrer aux États-Unis, et une autre version selon laquelle elle aurait grandi directement aux États-Unis et serait simplement issue de parents qui auraient émigré de Finlande aux États-Unis. Une chose est sûre, elle a passé les premières années de sa vie en Oregon avant de déménager à Los Angeles pour devenir actrice. Sa carrière commence à la fin des années 40 avec quelques rôles sans grand intérêt, mais c'est vraiment avec le personnage de Vampira que sa carrière va exploser. Le personnage de Vampira serait né de plusieurs influences. On peut citer tout d'abord celle de Morticia Addams dans la version cartoon de Charles Addams, puisque oui, on peut parfois l'oublier, mais avant d'être une série de films à succès,
La famille Adams était une série de cartoons créée par Charles Adams et qui était publiée dans les journaux de l'époque et qui a rencontré un très grand succès avant d'être adapté donc en série télévisée et en film. Et le personnage de Morticia Adams est une influence capitale pour le personnage de Vampira. Mais il y a un autre élément qui a poussé Maila Nurmi à concevoir ce personnage, c'est un rôle qu'elle aurait tenu à Broadway dans une pièce qui s'appelait Spook Scandals, qui était une pièce ou une série de pièces plutôt axée sur l'horreur, l'effroi, etc. et dans lequel elle aurait connu un certain succès sur scène. Ce qui est très intéressant avec le personnage de Vampira, c'est que c'est un personnage qui est un petit peu dans la succession, ou dans l'héritage en tout cas, d'une tradition qui est née à la fin des années 20 et au début des années 30 à Hollywood, celui des monster movies. C'est en effet à cette époque-là qu'apparaissent les premiers films à monstres, donc les Frankenstein, les Dracula ou encore les loups-garous. Et c'est une vraie niche qui se développe de plus en plus, et pour les studios c'est une vraie machine à cash, puisque c'est des films qui font venir beaucoup de public et qui seront très vite rentabilisés, puisque le budget est en général assez petit, assez faible. Et en fait, Vampira, même si elle a été créée plus de 20 ans après les premiers films à monstres, surfe encore un petit peu sur ce côté d'effroi qui plaît et attire le public. C'est ce qui va permettre à Maila Nurmi d'avoir sa propre émission de télé, The Vampira Show, à partir de 1954. Alors c'est une émission hebdomadaire qui dure en général 1 heure et demie, dans laquelle Vampira sert d'hôtesse plutôt, pour présenter un film en général d'horreur ou un film un petit peu inquiétant, qui va être diffusé par la suite. Sur YouTube, vous pouvez trouver encore facilement des épisodes du Vampira Show, dans lequel vous verrez tous les codes qui ont vraiment permis au personnage de Vampira de devenir culte. Alors vous avez à la fois le côté un petit peu sexy, séducteur du personnage, vous avez également tout le côté effrayant qui est apporté non seulement par le jeu de l'actrice, avec les intonations, les mouvements, et par l'ambiance générale de l'émission, avec par exemple des effets de fumée, l'impression qu'elle glisse au lieu de marcher, ce genre de choses, et l'émission va devenir très rapidement très populaire. Il va y avoir cependant seulement 50 épisodes, puisque l'émission va durer un peu moins d'1 an, parce que l'émission va être annulée, non pas par manque de succès, puisque comme je l'ai dit, l'émission était extrêmement populaire, mais parce que Maila Nurmi a refusé de vendre les droits de son personnage. Elle voulait en effet garder un contrôle artistique total sur son personnage, et n'était pas prête à le céder à la chaîne de télévision qui l'employait, et elle n'était pas prête à voir son personnage utilisé pour d'autres raisons que celles qu'elle souhaitait lui donner. Alors malgré la courte durée de l'émission, puisque comme je vous l'ai dit, elle a duré un petit peu moins d'1 an, le personnage de Vampira a eu un impact très profond et une vraie longévité à la fois pour Maila Nurmi, mais aussi pour le public de manière générale. Le personnage de Vampira va par exemple inspirer celui de Maléfique dans le film La Belle au bois dormant. Ça, c'est une influence qui a été confirmée à la fois par Maila Nurmi elle-même et par les studios Disney. Mais ça va également inspirer d'autres personnages comme Elvira, mais ça j'y reviendrai dans un instant. Et pour Maila Nurmi elle-même, le personnage de Vampira a eu un rôle extrêmement important sur toute sa vie. En effet, après The Vampira Show, elle va apparaître dans plusieurs autres films, plusieurs autres productions, non pas en tant que Maila Nurmi, mais bel et bien en tant que Vampira. Les deux identités se sont un petit peu mélangées pour le public, ce qui était très fréquent. À l'époque, par exemple, Bela Lugosi, qui a joué Dracula, qui a été un des premiers Dracula, a très longtemps été associé à ce personnage-là, au point d'avoir énormément de mal à en sortir. Si les films dans lesquels Vampira a joué après l'annulation de The Vampira Show n'ont pas vraiment marqué la mémoire, il y en a quand même un qui vaut la peine d'être noté, puisqu'il est devenu mondialement connu pour être l'un des pires films jamais réalisés, par un réalisateur qui est lui-même considéré comme l'un des plus mauvais, si ce n'est le plus mauvais de tous les temps. Il s'agit de Plan 9 from Outer Space, réalisé par Ed Wood. Comme je l'ai dit, ce film est très souvent considéré comme l'un des pires jamais réalisés, et malgré le fait qu'il a eu plutôt mauvaise presse à sa sortie, et il est devenu depuis un film culte, et on peut en voir une partie de l'histoire dans le film de Tim Burton réalisé en 1994 sur le réalisateur Ed Wood, dans lequel on voit également une version de Vampira jouée par l'ex-compagne du réalisateur, Lisa Marie. Après quelques apparitions dans quelques films et séries pendant les années 50, la carrière de Vampira connaît dans les années 60 un véritable déclin. Il y a plusieurs explications à ça. Une qui est le plus souvent mise en avant, c'est le fait qu'elle voulait vraiment avoir un contrôle de son personnage et que du coup ça lui apportait un petit peu préjudice, notamment pour pouvoir reprendre des activités en tant que Vampira, puisqu'elle a refusé pas mal de projets qui ne lui convenaient pas pour incarner le personnage de Vampira. Il y a également le fait tout simplement que son nom, le nom de Maila Nurmi, était trop associé à celui de Vampira et que du coup elle avait du mal à trouver des choses dans un domaine différent.
J'ai trouvé également une explication un petit peu étrange sur la page française de son Wikipédia. Wikipédia, même si c'est une source très intéressante, n'est pas toujours une source très sûre non plus. En effet, la page française Wikipédia de Vampira avance sur le fait que elle faisait partie d'une blacklist qui existait réellement dans les années 60 en raison de son engagement politique et également de sa vie sulfureuse. Alors la blacklist, c'est un événement qui a vraiment existé dans l'histoire d'Hollywood, dont je pourrais vous parler dans un autre épisode si ça vous intéresse, qui en fait était un petit peu un moyen pour Hollywood de réprimander les réalisateurs, producteurs et artistes de manière générale qui avaient des sympathies, entre guillemets, avec la Russie, qui était le grand ennemi des États-Unis à l'époque, en pleine guerre froide. Et c'était également un moyen de contrôler et d'empêcher de travailler tous les producteurs, réalisateurs, acteurs, etc., scénaristes, qui étaient soupçonnés ou qui étaient ouvertement communistes. En ce qui concerne Vampira, j'ai fait beaucoup de recherches sur la blacklist avant de préparer l'épisode et dans des contextes autres que pour Vampira, et je n'ai jamais trouvé le nom de Maila Nurmi mentionné quelque part, je n'ai jamais entendu son nom ou lu son nom dans les différentes sources que j'ai employées. Du coup, je suis un petit peu sceptique par rapport à cette explication avancée par le Wikipédia français, qui d'ailleurs n'est pas trouvable dans le Wikipédia anglais de Maila Nurmi, donc je suis un petit peu perplexe par rapport à ce détail-là. Ce qui est sûr, c'est que pendant plusieurs années, des projets vont être proposés à Maila Nurmi pour tenter de faire revenir le personnage de Vampira à la télévision. L'un des projets les plus emblématiques et dont je tenais à vous parler, c'était l'idée de refaire une émission comme The Vampira Show avec le personnage de Vampira mais interprété par une autre actrice. Et au final, en raison de désaccords artistiques, Vampira a décidé de quitter ce projet-là et à la place de Vampira, on verra un personnage extrêmement similaire, celui d'Elvira, Mistress of the Dark, que j'ai mentionné en début d'épisode. Alors le projet dont je viens de vous parler est un projet qui date du début des années 80 et effectivement, ça n'a pas été un projet concluant pour Maila Nurmi qui en est partie pour raison de divergence créative sur le projet et sur le personnage qui devait être donc une Vampira 2.0. Et ça a donné naissance au personnage d'Elvira, joué par Lola Falana, à laquelle je pourrais consacrer un épisode à l'avenir si vous le souhaitez. Mais bien avant les années 80, Maila Nurmi s'était déjà reconvertie dans un domaine qui n'a absolument rien à voir avec le cinéma. Il s'agit du monde fabuleux de l'installation de sols en linoléum et de manière plus générale celui de la décoration d'intérieur. Elle s'était également prise d'intérêt pour la peinture puisqu'elle s'était mise à peindre notamment des œuvres qui étaient inspirées par le personnage de Vampira et qui étaient achetées par des collectionneurs. Mais ce qui est très intéressant, c'est que malgré cette activité de peinture qui lui permettait un petit peu de jouer de ce personnage de Vampira et de proposer des objets aux collectionneurs, elle n'a jamais souhaité vraiment utiliser Vampira comme un objet qui pouvait être collectionné et comme un objet qui pouvait être commercialisé. Elle a vraiment voulu garder une mainmise sur le personnage au niveau artistique, en particulier ce qui a pu lui jouer des tours, puisque comme je l'ai mentionné, il y a certains projets sur lesquels elle avait voulu travailler ou pour lesquels on l'avait sollicité, qui n'ont pas abouti parce qu'elle avait vraiment l'envie d'avoir une mainmise sur son personnage. Maila Nurmi est décédée le 10 janvier 2008 à l'âge de 85 ans. Elle s'est mariée 3 fois mais n'a pas eu d'enfant et encore à ce jour le personnage de Vampira est un personnage extrêmement culte qui a survécu bien après sa mort et je voulais vraiment vous en parler parce que même si les apparitions de Vampira ont été au final assez limitées puisqu'il n'y a eu qu'une série et quelques films dans lesquels elle est apparue, son impact à la fois culturel et personnels pour Maila Nurmi ont été vraiment de longue durée et c'est vraiment un personnage que je trouve passionnant puisque de Vampira sont nés toute une flopée d'autres personnages dont Elvira est sans doute l'un des plus connus et je tenais à lui rendre hommage dans cet épisode. Si jamais vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur Maila Nurmi ou sur le personnage de Vampira, je vous recommande d'aller faire un petit tour sur YouTube où vous pourrez trouver plein d'épisodes du Vampira Show et également des interviews que Maila Nurmi a données plusieurs décennies après la création de ce personnage. Je pense que je vous en parlerai plus en détail sur l'Instagram du podcast et en attendant, n'hésitez pas à aller vous renseigner un peu plus sur ce personnage. Pour ce segment de Métro Boulot Rétro, j'ai eu envie de vous parler d'une histoire découverte dans un livre absolument passionnant, dont je vous parlerai un petit peu plus loin, qui est une histoire absolument horrible, une histoire qu'on pourrait qualifier d'horreur,
mais qui est également bel et bien réelle. Il s'agit de l'histoire des Radium Girls, racontée par Kate Moore dans un livre éponyme, publié en 2016, et j'ai eu envie de vous parler de cette histoire parce que je tenais à rappeler que malgré le côté un petit peu insouciant et fun qu'on pouvait associer aux décennies du passé, il y avait quand même eu toute une série d'événements tragiques qui s'étaient déroulés et que faut pas les oublier et qu'il fallait en parler. Bien évidemment, la Première et Seconde Guerre mondiale en sont un très bon exemple, mais l'histoire des Radium Girls est une histoire qui est très peu connue en France et que je trouve cependant très importante et que je tenais à mentionner dans cet épisode. Alors je tiens à préciser que ce segment ne va pas être très fun puisque je vais parler d'événements assez tragiques. Donc si vous voulez ne pas écouter cette partie un petit peu difficile, je vous conseille de passer au segment suivant. Alors j'ai découvert The Radium Girls grâce au livre éponyme de Kate Moore publié en 2016 et qui a été mis en avant par Emma Watson dans le cadre de son projet de lecture commune autour du féminisme et des histoires un peu féminines. Et c'est un livre que j'ai vu beaucoup passer dans la communauté rétro, notamment sur Instagram, et c'est ce qui m'a donné envie de le lire puisque j'ai trouvé le sujet très intéressant. Malheureusement, le livre n'a pas été encore traduit en français, donc si vous ne lisez pas dans la langue de Shakespeare, je peux quand même vous proposer un lien en barre d'infos et également sur le compte Instagram du podcast vers une émission de France Culture qui dure environ 1 heure et qui parle très en détail de l'histoire des Radium Girls, et de qui elles sont, du procès, etc. Alors quelle est l'histoire des Radium Girls ? Eh bien l'histoire des Radium Girls commence en 1898 lorsque Pierre et Marie Curie découvrent un nouvel élément chimique qu'ils vont baptiser le radium. Ce nouvel élément chimique va complètement bouleverser l'histoire de manière générale, mais l'histoire technique et médicale de manière un petit peu plus spécifique. Le radium va s'exporter aux États-Unis et va connaître un engouement dans tout un tas de domaines, notamment dans celui de la peinture. Ça va être le cas par exemple pour la United States Radium Corporation qui en 1917 va créer une sorte de peinture fluorescente à partir du radium qui va être commercialisé dans des entreprises et qui va permettre la production d'horloges ou de petites montres de poche peintes au radium pour permettre notamment aux militaires de voir leur montre dans la nuit, de pouvoir voir l'heure dans la nuit. C'est un objet qui devient incontournable pour tout un tas de choses, et notamment avec l'explosion de la Première Guerre mondiale, et la production de montres peintes au radium explose aux États-Unis. Aux États-Unis, plus particulièrement dans le New Jersey, l'US Radium Corporation a une entreprise qui connaît un boom qui explose. La demande de montres peintes au radium devient de plus en plus forte et du coup la main-d'œuvre est de plus en plus recherchée. Et qui va être cette main-d'œuvre ? Qui va constituer cette main-d'œuvre ? Eh bien, il va s'agir de femmes, en général des femmes assez jeunes, puisque je crois que dans le livre de Kate Moore, on parle de femmes qui commencent à travailler à partir de 13-14 ans, et qui vont en fait avoir pour mission de peindre ces fameuses horloges, ces fameuses montres de poche avec le radium. Et le livre de Kate Moore parle bien des conditions particulières dans lesquelles les femmes travaillaient. Il y avait du radium absolument partout dans les ateliers et elles n'étaient protégées d'aucune façon. Elles n'avaient pas de gants, elles n'avaient pas de masque, elles n'avaient pas de tenue protectrice et elles travaillaient directement au contact du radium, un contact qui était tel qu'elles étaient même encouragées à mettre les pinceaux qu'elles utilisaient pour peindre dans la bouche afin de pouvoir affiner le pinceau pour pour pouvoir faire une peinture aussi précise que possible. Travailler pour l'US Radium Corporation, c'était un vrai bonheur à l'époque puisque la paye y était très bonne. Les femmes y trouvaient facilement du travail, même celles qui n'avaient pas forcément de qualification. Elles prenaient facilement des personnes qui étaient débutantes. Et comme je l'ai dit, il y avait une très bonne paye et elles avaient également un côté un petit peu prestige, le côté glamour, puisque ça leur permettait d'acheter des beaux vêtements, des beaux bas, des belles coiffures, etc. Et là où elles travaillaient dans leur communauté, ces filles étaient très connues. Elles étaient facilement repérables également puisqu'en fait elles étaient couvertes de radium de la tête aux pieds, de la poudre de radium s'évaporait très facilement pendant qu'elles peignaient et les ouvrières étaient même encouragées à être brossées avant de partir du travail parce qu'en fait elles étaient tellement recouvertes de petites particules de radium qu'elles brillaient dans la nuit. Comme je l'ai mentionné, une technique qui était employée par les ouvrières, c'était celle du lip point, qui consistait en fait à placer le pinceau utilisé pour peindre dans leur bouche afin d'humidifier le pinceau pour que tous les poils collent bien ensemble afin de réaliser une peinture aussi nette et propre que possible. Cela signifie que les ouvrières ingéraient de grosses quantités de radium et très rapidement, au bout de quelques années, les premières ouvrières ont commencé à avoir des problèmes de santé majeurs. Très rapidement, au bout de quelques mois, quelques années tout au plus, les premières ouvrières commencent à présenter des symptômes très particuliers,
de maladies. Alors, je pourrais vous lister tous les symptômes que les Radium Girls ont connus, mais ça me prendrait énormément de temps. Parmi les principaux, on a la fameuse mâchoire qui en fait se retrouve rongée par le radium, ce qui leur cause des douleurs extrêmement intenses au niveau de la bouche, au point que certaines doivent se faire retirer des dents, voire même la mâchoire complète, afin de ne plus souffrir. Mais malheureusement, cette souffrance revenait très rapidement tout de même, puisque le radium restait dans le corps. Certaines avaient des problèmes qui étaient similaires à de l'arthrose, avec des articulations qui étaient bloquées, des hanches qui leur faisaient mal, et certaines ont commencé à développer des cancers sur plusieurs parties du corps. Au départ, il a été extrêmement difficile de trouver la raison pour laquelle ces femmes souffraient autant. Certaines d'entre elles ont consulté de très nombreux médecins, de nombreux spécialistes, et principalement des dentistes, puisque, comme je l'ai mentionné, les maux étaient quand même principalement localisés au niveau de la bouche et de la mâchoire, ainsi que des dents, mais aucun médecin ne semblait trouver la raison pour laquelle elles souffraient autant, et ils ne trouvaient pas non plus un moyen de les soulager. Ils pratiquaient par exemple des arrachements de dents, ils essayaient de donner des antidouleurs, même parfois très puissants, et pourtant elles continuaient de souffrir le martyre, et certaines se retrouvaient même défigurées par ces différentes procédures et par la prise des médicaments. Les premiers morts sont apparus. On est passé de personnes qui souffraient le martyre à des morts véritables et des morts jeunes, puisque la majorité des personnes qui ont souffert de ce problème et qui sont décédées dans les Radium Girls avaient la vingtaine quand elles sont mortes, et les familles se retrouvaient souvent très démunies et également dans une situation financière extrêmement précaire, puisque les soins médicaux leur avaient coûté une véritable fortune, et ils devaient en plus s'occuper du coup de la mise en terre de leurs défunts, de leurs défuntes plutôt, et ils se retrouvaient vraiment complètement démunis, sans explication sur le mal, sans véritable cause de la mort précise, et comme je l'ai dit, très endettés, puisque entre tous les spécialistes, tous les médicaments, tous les traitements, les factures montaient très rapidement en termes de prix. Alors pourquoi le radium n'a pas été rapidement identifié comme étant le problème? Eh bien tout simplement parce qu'au début du XXe siècle, le radium était vu comme un ingrédient miracle, un élément chimique aux capacités et aux aptitudes incroyables, utilisé dans tout un tas de domaines scientifiques, médicaux, et c'était vraiment vu comme l'élément chimique miraculeux avec lequel on pouvait tout faire, avec lequel on pouvait tout réussir. Son côté luminescent et brillant lui donnait également une espèce d'aura mystique, magique, qui ajoutait au côté vraiment, aux propriétés vraiment miraculeuses qu'on lui attribuait. Et il a été extrêmement difficile de se rendre compte qu'en fait c'était pas un élément aussi fantastique qu'on l'imaginait, mais qu'il pouvait avoir des dommages extrêmement puissants sur le corps. C'est petit à petit certains médecins et certaines de ces femmes qui se sont rendues compte qu'il y avait quelque chose qui décidément n'allait pas, puisqu'elles parlaient entre elles, elles ont travaillé dans les mêmes ateliers, et certaines étaient ou de la même famille ou avaient noué des liens d'amitié qui ont perduré sur plusieurs années, et elles se sont rendues compte que en fait leur groupe d'amis était décimé avec les années, avec les mois, et certains médecins qui ont traité plusieurs de ces jeunes femmes se sont rendus compte des similarités qu'il y avait entre les cas et qui ont commencé à se poser de sérieuses questions. Petit à petit, les effets nocifs du radium ont commencé à être mis en avant par des études scientifiques, des recherches, et les médecins qui travaillaient notamment avec ces jeunes femmes ont décidé de pousser un peu plus loin leurs recherches et de se pencher sur l'activité qu'elles avaient toutes en commun, c'est-à-dire travailler dans une usine où le radium était employé. Et ces jeunes femmes ont également décidé de s'allier pour demander des comptes à leur ancien employeur, et notamment leur demander pourquoi il n'y avait aucune mesure de sécurité, pourquoi elles étaient encouragées à porter du radium dans leur bouche, et pourquoi elles n'avaient aucune protection physique contre cet élément chimique dont on ne savait au final pas grand-chose au début du XXe siècle. Ce qui est absolument choquant à la lecture du livre de Kate Moore, c'est le fait qu'on se rend bien compte que les employeurs en question étaient parfaitement conscients du fait qu'il y avait quand même une certaine dangerosité au niveau du radium. On se rend compte que se voiler la face un petit peu par rapport au radium, qui ne sait pas clairement ouvrir les yeux sur sa dangerosité, et qu'il préférait en fait faire comme s'il n'y avait aucun effet secondaire, comme s'il n'y avait aucun problème avec le radium, ce qui a eu des conséquences évidemment tragiques pour ces jeunes femmes, mais également pour d'autres employés de ces entreprises. Et il s'en est donc suivi plusieurs procès dans plusieurs États aux États-Unis de jeunes femmes qui ont travaillé donc dans ces entreprises de radium contre leurs employeurs, et ça a été des procès très longs pour pouvoir prouver que ce dont elles souffraient était causé directement par l'utilisation du radium, et également par l'incapacité, la compétence plutôt de leurs employeurs à les protéger contre ces effets nocifs. Alors le livre de Kate Moore est vraiment passionnant, puisque elle se concentre
énormément sur justement ces procès, comment ils se sont déroulés, les différents experts qui ont été amenés à témoigner, à travailler là-dessus. Et c'était à la fois une lecture passionnante, mais également extrêmement difficile et énervante, puisqu'on se rend compte que les employeurs étaient prêts à tout pour ne pas être mêlés à cette histoire, pour ne pas avoir à affronter leurs responsabilités. Par exemple, un très bon exemple que je peux vous citer, c'est le fait que leur soi-disant expert médical en termes de radium n'avait même pas fait d'études dans le domaine médical, c'était même pas un médecin, il avait, je crois, un diplôme de psychologie ou quelque chose comme ça n'était pas du tout quelqu'un qui s'y connaissait en médecine physique, en médecine du corps. Et du coup, c'était lui qui était choisi par les employeurs pour pouvoir démonter les théories selon lesquelles les souffrances que vivaient leurs anciens employés étaient causées par autre chose que du radium. Ils se sont également appuyés sur un autre élément que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est le fait que parmi les premières mortes du radium, l'un des éléments qui a été trouvé pour expliquer la cause du décès, ça a été la syphilis, puisqu'apparemment les symptômes de la syphilis étaient assez proches des symptômes causés par le radium. Donc il y a une de ces jeunes femmes dont la mort a été attribuée à la syphilis, et les employeurs ont essayé de mettre la souffrance physique de ces jeunes femmes sur le dos de maladies vénériennes, en essayant de un peu les montrer comme des femmes de petite morale, ce que je trouve absolument effroyable, parce que c'est vraiment l'idée d'accuser une femme plutôt que d'affronter ses responsabilités. C'est un point qui m'a énormément énervé à la lecture du livre. Et que je voulais vous mentionner. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous raconter la fin du livre. Vous pouvez trouver assez facilement sur internet ce qui s'y passe. Je ne vais pas vous raconter la fin des procès, mais je voulais quand même vous parler de cette histoire que j'ai trouvée absolument passionnante, et je suis vraiment ravie d'avoir pu lire ce livre qui est extrêmement bien écrit. Il y a un côté à la fois très très documenté, toutes les sources sont listées à la fin, il y a également beaucoup de photos à l'intérieur de ce livre, mais c'est également écrit d'une façon qui est absolument passionnante. Parfois, le problème avec les livres un petit peu d'histoire ou documentaire, c'est que la façon d'écrire est un peu lourde et pas forcément très agréable à lire. Ici, ça se lit très très vite, ça se lit très très bien, c'est vraiment extrêmement bien écrit, et je ne peux que vous recommander le livre de Kate Moore. Alors quand j'ai fait des recherches d'ailleurs sur elle, je me suis rendu compte qu'elle avait à la base écrit beaucoup de romans, donc ce qui peut expliquer le fait qu'elle a une plume qui sait aussi bien accrocher le lecteur, et j'espère sincèrement que son livre sera prochainement traduit en français pour que un maximum de gens puissent découvrir cette histoire et découvrir ce livre. Donc comme je l'ai dit, en attendant que le livre soit traduit en français, si vous n'êtes pas très à l'aise avec la lecture en anglais, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers une très belle émission de France Culture sur le sujet. En tout cas, j'espère que ce petit élément du podcast vous a donné envie de vous intéresser à cette histoire, et vous rappelle bien qu'effectivement, le rétro et le vintage, c'est très sympa, mais il y a quand même aussi beaucoup d'histoires tragiques qu'on a un petit peu tendance à oublier, et j'espère vous avoir donné un petit peu envie de vous intéresser à l'histoire de ces femmes qui ont eu le courage de se dresser contre leurs anciens employeurs pour voir leurs droits être rétablis. Pour terminer cet épisode, il est temps de découvrir notre invité de ce mois d'octobre, et j'ai choisi de vous parler d'une personne que j'ai rencontrée sur Instagram et que je trouve doublement intéressante pour ce podcast. Premièrement parce qu'elle partage cette passion pour le rétro et le vintage qui est l'objet de cette série, et ensuite parce qu'elle exerce une profession passionnante dont je tenais à vous parler. Notre invitée du mois, c'est Émilie, la lissière rétro du compte Une pâquerette dans les cheveux, dont je vous mettrai le lien en barre d'informations. Alors je parie que vous êtes nombreux à vous demander ce qu'est une lissière, et Émilie me l'a très bien expliqué. En fait, elle tisse, restaure, mais aussi enseigne l'art de la tapisserie de haute lisse. Alors j'ai fait quelques recherches parce que je ne savais pas vraiment ce qu'était la tapisserie de haute lisse, et en fait ce terme de haute lisse signifie que le métier à tisser est utilisé de façon verticale, en opposition à la tapisserie de basse lisse où le métier est donc employé horizontalement. Via sa boutique Une pâquerette dans les cheveux, dont j'aime beaucoup le nom, elle vend ses créations qui prennent la forme de broches et de pins notamment, mais elle propose également des cours pour découvrir de façon plus approfondie son travail unique et passionnant. Elle propose régulièrement de nouveaux produits et a sorti récemment une gamme automnale avec des citrouilles, feuilles ou encore renards. J'ai d'ailleurs commandé une de ses petites créations, à savoir une des citrouilles, et non seulement je trouve que la broche est vraiment de très bonne qualité, mais en plus de ça, ça ajoute un petit plus à la tenue, et j'ai eu beaucoup de compliments et de questions à chaque fois que j'ai porté cette broche, ce qui m'a fait vraiment plaisir parce que du coup ça montre que ça se remarque, et c'est vraiment une broche inhabituelle
et originale. Ce que je trouve extrêmement intéressant avec Émilie, c'est qu'elle parvient à rendre moderne et accessible une technique artisanale et artistique qu'on pourrait penser réservée au musée ou au château. C'est un métier auquel elle consacre 100% de son temps et qui, je l'espère, inspirera de nouvelles vocations. Alors comment se déroule la création d'une broche en tapisserie? Alors j'ai posé la question à Émilie qui m'a très bien expliqué ce processus. Comme elle l'explique, la tapisserie, c'est un dessin avec du fil. Et en fait, elle part du coup d'un dessin ou d'une image, comme pour les grandes tapisseries, et elle se sert de ce dessin comme d'une base pour choisir les couleurs des fils de sa réalisation. Une fois la base de la tapisserie réalisée, elle passe ensuite au travail de broderie pour ajouter des détails. Alors j'ai d'ailleurs découvert une technique dont je n'avais absolument jamais entendu parler, qui est le stump work. J'ai regardé un petit peu sur internet, notamment des vidéos, et c'est en fait une technique qui permet d'apporter du relief et de la dimension. Donc comme je l'ai mentionné, c'est une technique de broderie. Et ensuite, elle fait les finitions de son travail et elle termine la broche. Donc, c'est un travail qui demande donc réflexion, patience et savoir-faire, comme on le voit, puisqu'il faut réfléchir un peu à comment on va concevoir l'objet, comment on va concevoir la broche. Il faut prendre le temps pour que ce soit aussi réussi que possible. Et en plus de ça, effectivement, c'est un ensemble de techniques et de savoir-faire qui s'apprennent. C'est quelque chose qui demande énormément de temps. Le travail d'Émilie s'inspire non seulement de techniques anciennes, mais également d'objets du passé, comme par exemple les camés, qui sont quand même toujours très populaires aujourd'hui. Et ces influences rétro m'ont conduite à lui demander à me parler de son rapport au rétro et au vintage. Comme pour moi, sa découverte est passée par le cinéma, qu'il soit en noir et blanc ou plus récent. Elle m'a parlé d'ailleurs d'une référence que je vois beaucoup dans le milieu rétro et vintage, à savoir Retour vers le futur. J'en profite pour passer un coucou à mon amie Andrea qui aime également beaucoup ce film. Et elle s'intéressait aussi beaucoup aux costumes et robes de ces films du passé, notamment des époques des années 30, 50 et à l'époque victorienne, qui est également une de mes grosses passions dans la vie. Peut-être que je vous en parlerai dans un futur épisode. Et un jour, jusqu'à son histoire avec, comme elle le dit si joliment, un dandy anglais à la French moustache des plus sublimes, j'ai trouvé ça absolument formidable, elle a eu un déclic grâce auquel elle s'est lancée pleinement dans une garde-robe rétro et vintage. Sur son second compte, Plumty Girl, que je vous mettrai également en barre d'infos, on découvre davantage son univers avec notamment sa passion pour Disney que je partage. Et je tiens d'ailleurs à mentionner le fait qu'elle a fait 2 looks récemment que j'ai trouvé absolument incroyables. Un look Gaston, qui est un personnage que j'aime énormément, et un look Phantom Manor, qui est mon attraction préférée à Disney. Elle a d'ailleurs réalisé ce second look elle-même entièrement, et ce sont parmi les looks qui m'ont le plus fait rêver ces derniers mois. Je les trouve absolument formidables. Et d'ailleurs, du coup, lorsqu'elle se rend à Disneyland, elle essaye de faire des Disney Bound avec ce qu'elle a dans son placard pour justement rendre sa visite encore un peu plus fun et encore un peu plus sympathique. En tout cas, j'espère vous avoir présenté un aperçu assez complet du travail d'Émilie, qui est vraiment superbe. Je trouve que l'artisanat se perd et j'ai envie avec ce podcast de mettre en avant des gens qui, comme elle, modernisent des savoir-faire et les font toujours vivre. Je vous invite d'ailleurs à la suivre sur ses réseaux sociaux que je vous mettrai une fois de plus en barre d'infos. Donc une pâquerette dans les cheveux pour son compte professionnel et Plumty Girl pour son compte un peu plus personnel. Et je vous posterai également sur le compte Instagram du podcast une photo de la broche citrouille avec les liens pour la retrouver pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. En tout cas, je tenais à remercier Émilie d'avoir répondu à mes questions et j'espère que vous irez voir son travail. Et voilà, c'est tout pour ce second épisode de French Retro et Vintage. J'espère que ce numéro d'octobre vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous invite à me retrouver comme toujours sur mes réseaux sociaux, donc sur FRV Pod sur Instagram pour le compte du podcast et sur mon compte Instagram personnel qui est Fatmos Peculiar Mademoiselle. Et je vous invite également à m'envoyer un mail si vous souhaitez me donner un petit peu vos impressions sur l'épisode, mais également me conseiller des sujets pour la suite. Le mail du podcast, c'est retrovintagefrench@gmail.com. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.